Bonjour tout le monde. Bah voilà, là, les derniers s'inscrivent, donc on va pouvoir commencer. Alors déjà, je vous remercie de votre patience. On commence avec un petit peu de retard, mais voilà, il y a un peu de trafic sur la route, donc ça me paraît tout à fait normal. Alors, je vous demanderai, c'est de désactiver vos micros. De toute façon, on utilisera le chat à la fin pour les différentes questions, et ça sera beaucoup plus simple. Alors, allez, on y va. Donc, bon, pour ceux qui ont l'habitude, hein, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de l'avoir en replay. On désactive au microphone, comme je viens de vous le dire à l'instant. Après, si vous voulez laisser activer votre cam, il y a aucun souci. Et n'hésitez pas à utiliser le chat. On reviendra à la fin du webinaire pour justement pouvoir voir ensemble un petit peu les différentes questions qui nous animent. Alors, hop, on va se concentrer donc CJDXRP Script, réforme de la facture électronique, alors version 2, hein, parce qu'on a déjà fait quelques versions, on serait peut-être même au troisième. Là, on arrive dans la ligne droite, hein, septembre 2026, on doit être prêt à recevoir et tout le monde va être prêt à recevoir au moins une facture d'un grand groupe. Donc, il nous reste encore 10 mois, c'est vraiment la dernière ligne droite. Alors, petit rappel de la société, bon, je sais que vous avez l'habitude. Donc, on a fêté nos 25 ans, une trentaine de collaborateurs, à peu près 650 clients. On travaille principalement sur les Hauts-de-France, avec tout type de sociétés, que ce soit des TPE, des PME, des sociétés un peu plus importantes, voilà. Un petit peu délocalisé sur Paris, bon, ça c'est vraiment pour les filiales, etc. Mais voilà, nous on est recentré sur la partie des Hauts-de-France. Voilà quelques références, bah, ça vous permet de voir un petit peu qu'en fait qu'on touche tout type d'activité, que ça soit de l'activité commerce, que ça soit dans tout ce qui peut être l'industrie, le médical, la formation, enfin voilà, on a tout type d'activité à ce niveau-là. Alors, si je reviens sur nos différentes expertises, donc on va retrouver bah, la partie de gauche, c'est la partie informatique, hein. Donc on va retrouver de la cybersécurité. Donc on vient de renouveler notre agrément au niveau de la cybersécurité, hein. C'est un agrément qui doit être validé tous les 2 ans. Donc on est à même à vous accompagner sur tout ce qui peut être des pen tests, etc. Enfin vraiment sur faire le maximum pour sécuriser vos données, sécuriser vos systèmes d'information, d'application, etc. Le réseau, bah, c'est ce qui va gérer toute la partie infra, donc les firewalls, les mises en place de serveurs, que ce soit des serveurs mutualisés, etc. La téléphonie, bien évidemment, hein, on est tous maintenant principalement sur de la voie IP. Donc nous, on travaille principalement avec 3CX et donc on est à même à vous accompagner sur la mise en place de ces produits-là avec des interactions sur, pourquoi pas, des outils métiers ou autres. Le cloud, bah, il faut en parler, hein, mais on est vraiment dans l'ère du temps où on héberge nos données. Donc, la petite sœur Systéam, qui est la société qui va pouvoir héberger vos données, vos applicatifs, et donc pouvoir y accéder, ben, peu importe l'endroit où vous vous situez, que ce soit en déplacement ou autre. Et la partie de droite, bon, ouais, on est plus sur la partie, on va dire, tout ce qui est applicatif, que ça soit full web ou applicatif classique. Donc, la gestion bah, que vous connaissez, que vous appelez souvent, bah, c'est nous, c'est les différents consultants que vous rencontrez, Emmanuel, Aurélie et consorts, pour bah, justement vous accompagner sur les différents logiciels, que ce soit Sage, Cegid, que ce soit sur les réformes comme la réforme de la facture électronique ou que ce soit au niveau de la paye. On a un pôle développement, ben oui, parce que des fois, on doit faire des adaptations sur vos produits ou vous avez besoin d'avoir un produit métier. Et ben, on a un pôle développement qui est capable de développer en Windows, en d'autres applications, pourquoi pas, des outils spécifiques à votre cœur de métier ou des outils qui pourraient être interfacés avec du Sage, avec du Cegid. La partie digitale, bah, c'est la partie e-commerce et tout ce qui est site e-commerce, site institutionnel. Bon, je rentre pas en détail, hein, vous savez très bien ce que c'est. Et une dernière aussi activité qui est une autre structure, notre petite sœur, ben, c'est l'externalisation de la paye. Eh ben, oui, c'est aussi l'air du temps. On n'a peut-être plus les connaissances, les moyens humains de pouvoir gérer la paye.
La Bonne Paye, hein, donc, s'occupe de faire les bulletins de paye en collaboration avec vous et peut vous accompagner sur cette partie-là. Voilà, je ne rentre pas trop en détail, mais vous avez compris un petit peu les différentes structures. Alors, le sommaire, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va voir aujourd'hui les nouveautés de Cégide V11 édition 11 sur la partie RFE, et je pense que vous êtes tous dans cette dernière version. Alors, ceux qui sont en SAS, je ne me fais pas de soucis parce que c'est obligatoire, ça se fait automatiquement. Ceux qui sont encore en on-premise, il va falloir y penser parce que vous allez voir que ça, c'est vraiment, là, on est sur la dernière ligne droite et on va retrouver plein d'éléments qui vont nous permettre d'être prêts pour septembre 2026. On verra un petit peu. Alors oui, on dit plus PDP, vous avez bien compris. Depuis un petit bout de temps, on appelle ça PA, donc la plateforme agréée. Alors, PA Cégide, PA Cadient, quelle plateforme agréée choisir? Alors, je parle de ces deux, mais il y en a pléthore. Ce que Extrémité peut vous proposer, et on finira justement par des questions-réponses. Alors, les nouveautés de Cégide V11 édition sur un RFE. Alors, tout d'abord, je précise que aujourd'hui, comme vous le savez, il y a à peu près 105 acteurs qui vont être en principe PA. Donc aujourd'hui, ils sont encore immatriculés provisoirement. Ils ont lancé des phases de test à partir du 15 octobre et ils ont jusqu'au 15 janvier pour finaliser les tests. À partir de là, la DGFiP validera ou non l'agrément pour le partenaire agréé. Donc, il pourrait avoir, c'est que certaines sociétés décident soit de leur fait de ne plus être agréées et donc ne pourront pas être PA, ou certaines sociétés qui n'ont pas rempli le cahier des charges de la DGFiP n'auront pas leur agrément de la PA. Donc, on devrait connaître aux alentours du 15 janvier, vu que c'est la date limite des différents tests. Voilà, c'était un petit aparté, mais c'est important de le préciser. Donc aujourd'hui, si on vous dit ils sont déjà agréés officiellement, non, c'est pas vrai. Ça sera vraiment diffusé courant janvier 2026. Alors, concernant les nouveautés sur ces villes que vous avez sûrement mis en place, on va retrouver un nouvel outil de contrôle des champs obligatoires. Alors, il existait un outil qui était pas forcément évident parce qu'il fallait aller dans Cégide administration comptable. Et ils avaient mis un outil là et tout le monde n'accède pas forcément à ce produit. Là, ils ont intégré l'outil directement dans Cégide comptabilité. Ils ont intégré aussi toute la partie développement pour les factures entrantes. Et bien évidemment, ils ont fait la même chose pour les factures sortantes. Donc, tout est déjà prévu aujourd'hui. Ce n'est pas encore accessible, bien évidemment, parce qu'il va falloir activer les choses. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas l'activer. Vous ne pouvez pas le tester. Mais déjà, tous les menus sont déjà préparés. Et le but, ça va vous permettre, dans ce webinaire, vous expliquer un petit peu les différents menus et ce que vous allez pouvoir avoir directement dans la V11 édition 11. Alors, dans le nouvel outil de contrôle, donc le but, c'est de contrôler les différents champs obligatoires, hein. Comme vous le savez, la DGFiP, enfin la réforme, nous impose d'avoir des champs obligatoires. Alors, je le répète très rapidement, l'adresse 1, parce que c'est l'adresse 1 qui va faire office. Donc, si demain, vous avez l'adresse 1 qui est zone industrielle, les Hauts-de-France, avec l'adresse 2 qui est 1 rue Paul Doumer, ça ne va pas être bon parce que l'adresse réelle, ça va être 1 rue du Paul Doumer. Donc là, il va falloir retravailler vos fiches pour mettre l'adresse 1, vraiment l'adresse qui correspond à la structure. Vous avez d'autres données qui sont obligatoires, comme le numéro intracommunautaire, le code APE, le numéro de SIRET, un mode de règlement qui respecte la loi LME. Tout ça, ce sont des données que vous allez devoir renseigner au niveau de vos fiches. Et surtout, si vous faites attention, c'est surtout au niveau des fiches de la compta, parce que dans la compta, vous avez des zones qui ont été normalisées, pour pas qu'on se retrouve avec boulevard BLD, BD, etc. Et donc dans la compta, vous avez des zones normées, et c'est ces zones-là qu'il va falloir utiliser pour justement la connexion au niveau de l'annuaire avec la RFE.
Donc, cet outil, vous le retrouvez dans administration, outils, dématérialisation et diagnostic des données. Et donc là, en fait, vous allez avoir plusieurs diagnostics. Un premier qui va être le contrôle des données tiers. Voilà ce que vous retrouvez à l'écran. Donc, ça va vous permettre dans un tableau de faire des recherches. Donc, soit on prend tous les critères en disant, bah, fais-moi apparaître les sociétés pour lesquelles j'ai pas de code NIF, pour lesquelles j'ai un code NIF qui peut être erroné, etc., etc. Donc, ça vous permet déjà de lister et surtout de contrôler. D'accord, hein, ça, c'est ça qui est très important. Mais vous allez retrouver aussi, concernant le contrôle des devises, alors le contrôle des devises, ça va être quoi? Mais c'est surtout les codes ISO et les codes EDI qui sont des données importantes. Alors le code ISO, je ne me fais pas de soucis, parce que si vous faites déjà avec Cegid suivi des règlements des virements bancaires, bah, le code ISO est obligatoire. Donc, grosso modo, ça, je pense que c'est renseigné. Par contre, il faut vérifier que votre code DEI ou vos codes EDI soient là, par contre, bien renseignés. Et vous avez aussi la vérification concernant les contrôles des pays. La même chose, vérifier que surtout les pays avec qui vous travaillez, que ça soit dans l'achat comme dans les ventes, et ben, les différents éléments, comme le code DEI, donc le code DEI qui est plus utilisé pour la douane, mais le code et les différents codes soient bien renseignés. Et là aussi, cet outil va vous permettre justement de vérifier que tout est en bonne uniforme. Alors après, encore une fois, vous avez peut-être une liste de pays avec qui vous ne travaillez pas. Focalisez-vous déjà dans un premier temps sur les pays avec qui vous travaillez. Après, si vous avez le temps, pourquoi pas de faire les autres pays, hein, c'est surtout de devancer et pour pas être tombé comme ça en disant bah, je comprends pas, ma facture elle n'est pas passée. Eh bah oui, c'est un pays avec qui je travaillais pas avant, maintenant je travaille et j'ai pas renseigné l'information. Mais en tout cas, cet outil a surtout un intérêt. Alors, si vous le lancez aujourd'hui, que vous n'avez pas encore travaillé sur vos fiches, ça va vous faire peur. Mais c'est surtout que c'est un intérêt et peut-être aussi mettre ça en place comme process. Si demain, plusieurs personnes au sein de l'entreprise a la responsabilité de créer des fiches tiers, etc., bah, ça vous permet aussi d'avoir un outil de contrôle, de se dire, bah, tiens, tous les mois, je lance mon outil, alors peut-être plutôt concernant les données tiers, et ça me permet de checker que toutes les données tiers sont bien renseignées, et surtout que, bah, voilà, un de mes collègues qui était aussi avait le droit de créer, ben, a bien créé le tiers, ou alors vous mettez des champs obligatoires. Bon, ça, des fois, c'est lourd à gérer, mais au moins, ça vous permet aussi que si vous renseignez des champs obligatoires, voilà, tant que c'est pas renseigné, la fiche n'est pas validée et je ne peux pas faire le reste, c'est-à-dire faire mon devis, faire ma commande, etc. Mais bon, ça, des fois, ça peut être un peu bloquant. Donc voilà, donc ça, c'est les nouveaux outils qu'on peut retrouver sur cette version-là, en sachant que la V11 édition 11 va vous apporter pas mal de choses et on va voir aussi pour tout ce qui est facture entrante sortante. Ce ne sera pas la version définitive, parce que la version définitive qui permettra réellement d'envoyer et de recevoir les factures dématérialisées, c'est une version qui devrait sortir normalement en juin. Alors, je ne pourrais pas vous dire si c'est la V11 édition 12 ou 13 ou si c'est une version 12. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'information. Mais voilà, ça sera une version qui sera disponible courant juin, sauf s'il y a des modifications qui ont été apportées par l'éditeur. Mais c'est, on va dire, c'est le planning qui a été annoncé. Alors, là aussi, je vais faire un petit point sur cette partie-là, c'est qu'il faut être assidu sur les mises à jour, mais je pense que ça, vous avez bien compris. Alors ceux qui sont ça, c'est pas problématique. Mais demain, si il y a des modifications qui sont imposées par cette réforme, aussi bien dans la réception comme dans l'envoi, ben, on peut plus attendre de faire les mises à jour. C'est-à-dire qu'il va falloir être très cartésien sur cette partie-là parce que une modification selon la réglementation, si vous ne mettez pas la mise à jour, bah, ça peut bloquer peut-être vos envois et vos réceptions. Donc là, c'est là où il faudra faire très attention, ce qui n'était pas forcément le cas, parce que bah, on n'avait pas forcément obligé de passer tout de suite la mise à jour, on pouvait attendre. Bah, là, il faudra être beaucoup plus assidu sur cette partie-là. Mais je pense que ça, vous le saviez déjà. Alors, si je viens sur la partie des factures sortantes. Alors, je vous ai mis un petit tableau pour vous expliquer un petit peu
comment ça va se passer et on verra après un petit peu des screenshots qui vous permettra de mieux le visualiser. Donc, concernant les factures sortantes, en fait, il va avoir un petit peu de paramétrage de votre côté, alors qui n'est pas énorme. Alors, il y aura bien sûr savoir avec qui je travaille, hein, c'est-à-dire que vous allez devoir, courant 2026, même si vous pouvez le faire dès aujourd'hui, choisir avec quelle plateforme agréée vous allez travailler, en sachant que on ne vous impose rien, hein, je reviendrai sur ça, que vous pouvez travailler avec plusieurs plateformes différentes, hein, pour imaginer que je travaille avec une plateforme pour les factures sortantes, une plateforme pour les factures entrantes. Ça, y a rien qui vous empêche. Donc ça va être un des axes déjà à travailler et à réfléchir. Et je vous expliquerai un petit peu aussi les choses où il faut vraiment faire attention. Et puis après, il va me voir un petit peu de paramétrage. C'est surtout au niveau des fichiers, parce que je vais devoir indiquer est-ce que je suis sur quel type de flux. Est-ce que je suis sur du B2B? Est-ce que je suis sur du B2C? Est-ce que je suis sur du B2B? Donc voilà, toutes ces choses-là, ça va être des choses qui devoir être renseignées dans la fiche client. Pourquoi? Parce que demain, c'est ça qui va orienter l'envoi de la facture via certaines choses. Est-ce que ça passe par l'invoicing? Est-ce que ça va passer par l'e-facturing? Voilà, donc toutes ces choses-là, il va falloir le prévoir dans la fiche client. C'est déjà prévu, c'est pas encore accessible, les menus sont grisés, mais c'est déjà mis en place. Ensuite, il va avoir quoi? La génération de la facture client. Donc, en fonction de la typologie du client, eh ben, si c'est un client B2B, vous avez compris, ça va passer par la démat. Si c'est un particulier, ce n'est pas une obligation. Donc là, je vais pouvoir faire une impression en PDF, l'envoyer par mail. Même chose si c'est un client étranger, aucune obligation. Ça va partir comme par ce que vous désirez, hein, que ce soit par courrier, par mail, par fax, si ça existe encore. Si par contre on est sur de l'e-facture, et ben là on va avoir un traitement qui sera en FactureX. Hein, donc Cegid, lui, a décidé de travailler avec le format PDF au format FactureX, qui va permettre de générer, de stocker le fichier FactureX et qui va permettre de faire un envoi soit unitaire, donc comme vous faites aujourd'hui si j'envoie par mail, hein, je peux envoyer une facture à la fois, ou faire ce qu'on appelle un envoi en masse. D'accord? Donc là, en fonction, si vous travaillez avec la PA de Cegid, si vous travaillez avec une PA tierce, on reviendra sur ça à ce niveau-là. Et après, il va y avoir la comptabilisation. Alors là, la comptabilisation, il n'y a pas de révolution, c'est votre comptabilisation provenant de Cegid. Donc si on est en comptabilisation réelle, ça part directement et vous allez voir qu'il vaut mieux être en comptabilisation réelle. Et je suppose peut-être qu'on va interdire la comptabilisation différée, hein, parce qu'aujourd'hui, une facture qui est envoyée, en fonction du cycle de vie, la facture, elle doit être totalement verrouillée et donc elle doit être tout de suite en compta. Hein, mais ça, il y a encore quelques trucs à voir à ce niveau-là. Alors, cette version-là ne vous permet pas encore de générer des factures au format FactureX. Je ne sais pas si ça sera dans une version intermédiaire courant janvier 2026. Je vous dirai au plus tard, ça sera en juin, d'accord, la dernière version compatible. Mais peut-être qu'il y aura une version intermédiaire qui vous permettra de générer des PDF au format FactureX. Aujourd'hui, vos PDF sont dans un format classique. Si je pars côté maintenant, toujours, alors là, sur les images, voilà. Je vous parlais de la paramétrage de la fiche client. Si demain, vous allez sur votre V11 édition 11, vous allez voir que dans la fiche client, donc là, je l'ai pris au niveau commerce, hein, parce que là, c'est vraiment au niveau commerce qu'on va le renseigner, donc sur Trade. Vous allez retrouver dans l'onglet règlement des nouveaux menus avec le type de dématérialisation. D'accord? En fonction de ça, on va avoir le type de codage. Alors, on reviendra sur ça hein, pour bien expliquer, mais vous voyez un peu les différents types de codage. Et on va pouvoir avoir aussi des codes suffixes. Alors, les codes suffixes, c'est quoi? C'est très simple. Quand vous travaillez, c'est les codes services. C'est-à-dire que, un peu quand vous travaillez avec le secteur public, vous devez des fois indiquer que ça concerne tel service, tel service. Et bien, vous pouvez retrouver exactement la même chose
au niveau de vos clients professionnels en B2B. On pourrait imaginer, imaginons, voilà, Extrémité vous dit, ben, quand vous envoyez vos factures, il faut utiliser un code suffixe compta. Je vais prendre cet exemple-là pour que ça soit bien distribué à compta. Alors, la même chose, théoriquement, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer, je dis bien théoriquement parce que je ne l'ai pas vu, que vous allez devoir récupérer au niveau de l'annuaire national. D'accord? Hein, qui sera la Bible pour justement la partie RFE. Comment ça va se passer? Ben, quand vous allez faire vos factures, alors là, moi, j'ai mis simplement la fenêtre où on est dans l'édition en masse, mais on pourrait, bah, de toute façon, dans l'édition en masse, vous avez bien vu, on pourrait le faire individuellement. Donc là, vous allez retrouver des nouvelles colonnes qui vont, alors, vous permettre de faire l'envoi de vos factures en masse en e-invoicing, donc vraiment en dématérialisation. Mais surtout, c'est que vous voyez là à l'écran, c'est que vous allez récupérer ici des informations sur les cycles de vie de vos factures. Parce que si vous vous souvenez, sur le dernier webinaire, je vous avais expliqué qu'on avait 12 cycles de vie. 4 sont obligatoires et 8 sont facultatifs. Alors, Cégide a décidé de faire apparaître tous les cycles de vie. Alors après, que ça vous incombe ou pas, ça c'est autre chose. Mais ça va vous permettre de savoir, est-ce que le client a bien reçu ma facture? Si oui, à quelle date, à quelle heure, hein, parce que le but c'est qu'on a tout ce système d'horodatage, hein, parce que je vous rappelle, c'est que dès l'instant que la facture envoyée, que vous l'avez réceptionnée, il y a un horodatage automatique, et c'est à partir de là que commence le calcul de la durée légale de paiement et donc voir si vous respectez la loi LME au niveau de vos paiements, etc. Hein, parce que, bien évidemment, la mise en paiement d'une facture, c'est aussi une obligation légale, et ça, on le récupère, et la constatation du règlement, hein, parce que bah, quand vous payez, quand le client vous paye, lui, il doit indiquer comme quoi il vous paye, vous recevez une notification, et vous allez le recevoir. Alors, à cet endroit-là, mais on le recevra aussi à deux endroits hein, dans la consultation. Là, je suis dans la pression, mais dans la consultation, on le verra. On verra en disant, bah, tiens, cette facture-là, mon client l'a mise en paiement à tel jour, telle date. Et lorsque moi, je recevrai le règlement, je devrai notifier, et là, c'est obligatoire, comme quoi j'atteste bien, j'ai bien reçu son règlement 3 jours après, etc. Hein, voilà. Donc, on retrouve là-dedans les cycles de vie. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous l'avez directement dans Cégide et donc une visibilité dans Cégide sans forcément passer par le portail. Parce qu'on pourrait se connecter sur le portail et le visualiser. Alors, le portail, justement, bah, imaginons que vous prenez la PDP. Alors, vous voyez, c'est encore des vieux screenshots, donc on a encore Cégide PDP, mais ça serait plutôt Cégide PA. Donc, vous avez, si vous sélectionnez Cégide comme plateforme agréée, ben, vous allez accéder à un portail qui va vous permettre de piloter, de visualiser les flux entrants, les flux sortants. D'accord? Avec un système de stats, etc. Et si je rentre un peu plus en détail, ben, je vais retrouver ici ma liste, par exemple ici, des factures sortantes. Avec, bah, comme vous voyez à l'écran, vous avez les cycles de vie. Bah oui, la facture elle a été refusée, elle a été réceptionnée, elle n'est pas encore réceptionnée. Bah, donc voilà, vous avez les différentes informations que vous retrouvez dans ces JTrade, mais que vous pouvez visualiser directement sur la plateforme. Et si je rentre en détail, bah, vous voyez, là, je retrouve sur ma liste sélectionnée l'horodatage. Donc j'ai une traçabilité de tous les événements avec la mise à disposition, la date à laquelle ça a été reçu par la plateforme, la date à laquelle ça a été traité par la plateforme, déployé, envoyé, les traitements. Voilà. Donc là, on va retrouver toute une traçabilité de l'envoi du document au niveau des factures sortantes. Si je rentre un peu plus en détail, ben, je peux rentrer dans la facture. J'ai une visualisation donc sur la partie de gauche de ma facture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'APA, vous n'aurez pas forcément le modèle qu'envoie réellement votre fournisseur ou votre fournisseur. Pourquoi? Parce que ce que demande obligatoirement la DGFiP, c'est que l'AFNOR a prévu des modèles basiques, d'accord? Et donc, pour la restitution, on n'a pas forcément
le modèle exact que aurait envoyé par exemple à Extrémité, si demain à Extrémité vous envoie sa facture. On aurait simplement, oui, on a les mêmes lignes, hein, parce que du Facturix, c'est que derrière, c'est du codage. Donc, il retranscrit votre facture au niveau de l'entête, au niveau des lignes, au niveau des bas de page, et il reconstitue la visualisation de la facture avec un modèle imposé par la FNOF. Donc là, ne soyez pas inquiets. Et sur la partie de gauche, vous retrouvez, c'est ce qu'on appelle moi le zonage. Donc, c'est les différentes zones qui ont été remplies via votre facture qui est au format PDFX. Mais attention, demain, vous pouvez peut-être recevoir une facture dans un des trois modèles, hein, parce que dans un des trois formats, pardon, parce qu'il n'y a pas que du Facturix. Vous avez de l'UBL et du 3CI de mémoire. Bien évidemment, chaque PA est capable de traiter ces trois formats. Donc, si demain Extrémité envoie sur un format autre que du Facturix, mais de l'UBL ou sur le dernier format, bien évidemment, votre PA est capable de retranscrire, de restituer les données et de les afficher à l'écran comme vous voyez là. D'accord? Si je passe sur la partie facture entrante, alors là, on est dans un premier jet. C'est pour ça que j'ai fait c'est pour ça que le tableau il est un peu différent. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on va avoir la récupération d'un fichier. Donc, au Facturix. Donc là, c'est votre PA qui va réceptionner, donc en en fonction d'un des trois formats, comme je vous l'ai indiqué. Il va avoir un transcodage. Donc là, je prends toujours l'histoire que je suis sur la PA de Cégide, hein, bien évidemment. Il va avoir un transcodage pour avoir une visibilité comme on a vu tout à l'heure à l'écran, etc. Et après, on va avoir toute l'actualisation du cycle de vie au même titre que les factures sortantes. À partir de là, il va avoir une comptabilisation. Alors là, différent. La comptabilisation ne se fait pas via CJTrade comme vous faites actuellement, ne va pas se faire via du fichier plat, hein, comme certains le font avec un fichier TRA, mais va se faire par une connexion, ce qu'on appelle des Web API. Donc une connexion entre l'APA et votre CJ de gestion comptabilité qui va vous faire l'écriture en temps réel. D'accord? Mais je reviendrai sur cette partie-là. Et puis après, dans la gestion des règlements, si vous utilisez CJ de suivi des règlements, et ben là, à chaque fois que vous allez faire le règlement de la facture d'extrémité, ça va alimenter, attention, je suis toujours dans le cas, si vous avez pris une PA CJ, ça va alimenter de façon automatique, par système de web API aussi, la date de mise en paiement de la facture, hein, qui va alimenter, comme je vous l'indiquais, les différents cycles de vie. Alors, ce qu'on va retrouver au-dessus, ça, c'est ce qui est prévu dans un second temps. Je ne pourrais pas vous dire quoi, mais j'en reparlerai après. C'est la possibilité de dire mes factures, je ne veux pas qu'elles arrivent en compta. Je veux qu'elles arrivent dans la gestion commerciale. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir faire du rapprochement avec mon bon de livraison ou avec ma commande. Donc là, dans ce cas-là, ça va arriver plutôt en gestion commerciale. Donc là, c'est plus le comptable qui va vérifier ces choses-là, mais ça sera peut-être le responsable d'achat ou le commercial ou en fonction de votre structure qui va réceptionner la facture dans le même menu, hein. Vous allez voir, en gestion commerciale, c'est le même système de menu hein, qu'en compta, mais qui va réceptionner la facture, qui va pouvoir faire un rapprochement avec un ou plusieurs BL ou une ou plusieurs commandes, hein, ça dépend avec quoi on désire de faire son rapprochement. Et là, par contre, l'écriture comptable se fera via Trade et donc là, via la validation de ma facture et la comptabilisation au même titre que la vente. Donc là, ouais, on est sur un schéma un peu différent. D'accord, hein, c'est pour ça, vous voyez, la génération de l'écriture comptable va se faire directement via la comptabilisation de vos factures d'achat. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est prévu dans un second temps. Je ne pourrais pas vous dire quand, mais c'est prévu. Et la même chose au niveau des règlements. Là, au niveau des règlements, c'est surtout CG de suivi des règlements qui va alimenter le cycle de vie. Donc ça, on revient sur vous voyez, on revient sur le même schéma. La seule différence, c'est au niveau de la comptabilisation. Est-ce que je reçois ma facture via la compta
Et là, ça passe par des web API pour la mise à jour comptable, ou est-ce que ça doit passer par ma GESCOM parce que moi, je veux que ça soit visualisé, que ça soit traité, que ça soit rapproché avec d'autres documents par d'autres personnes qui ne sont pas les comptables, mais qui sont les responsables d'achat. Et donc là, la comptabilisation ne passe plus par Web API, mais par le fait que j'ai transformé mon BL en facture et ma facture a généré mon écriture comptable. D'accord? Voilà. Donc, même chose, bah, j'ai schématisé très rapidement, hein, bah, comment ça va se passer bah, quand vous allez être sur votre cockpit, comme on a vu tout à l'heure, hein, de la plateforme Agré. On avait dit, on avait les factures entrantes, factures sortantes. Bah, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'on pourra visualiser les factures entrantes. Même chose, on a le modèle de l'AFNOR, hein, c'est imposé comme ça, parce que CJ respecte ces données-là et donc va simplement s'appuyer sur les formats de l'AFNOR. Mais voilà, une retranscription. Donc, partie de gauche, c'est vraiment toute la partie informatique et retranscription des données provenant du format FactureX. Et vous retrouvez ben, la restitution dans un modèle qui vous est imposé. Voilà, mais qui n'est pas votre modèle à vous, bien évidemment. D'accord? Alors là, bien sûr, de ce que je vous parlais, là, je reçois par exemple mes factures soit en compta, soit en GESCOM, bah, j'ai d'autres menus qui va me permettre aussi de préparamétrer ma comptabilité, bien évidemment, parce que ben, je vais mettre quand même des informations par défaut. Si je dis ben, je dois recevoir mes factures que ce soit de vente dans le journal de vente ou dans le journal, dans un autre journal, avec des comptes par défaut pour que déjà, bah, à 90%, c'est toujours le même compte, bah voilà, ça, c'est pré-rempli et ça me fait gagner du temps. Donc il y a ce système de paramétrage. Vous avez bien évidemment une visualisation 1 de la facture. Donc la facture va être attachée directement dans l'écriture comptable. Donc, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà vu, mais on a la possibilité, quand vous êtes dans la saisie d'écriture comptable, de pouvoir attacher des documents. Et bien là, ça va s'attacher. Et là, par contre, on récupère le modèle de la facture entrante, donc du fournisseur qui vous l'a envoyé. Et bien sûr, vous récupérez, bien sûr, réception automatique et facturiste de l'APA, c'est ce que je vous disais. Et surtout, bah, on a une visualisation là vraiment de la facture que le fournisseur vous a envoyée, et puis le modèle de l'AFNOR qui sera attaché dans l'écriture comptable. Vous avez une visualisation de l'écriture comptable. Alors là, aujourd'hui, l'écriture comptable, elle est à la pièce, elle n'est pas à la ligne. Donc, si il faut faire une comptabilisation à la ligne, là, par contre, la petite problématique, il va falloir détailler votre facture. Et donc, si demain, pour cette facture-là, j'ai de la presta, j'ai de la marchandise, j'ai des frais divers, eh ben, vous avez bien compris, il va falloir modifier à chaque fois la facture pour dire, bah non, il y a une partie qui va dans mon 607, il y a une partie qui va dans ma presta, il y a une partie qui va dans les frais, etc. Donc là, bon, c'est un peu, vous avez la main dessus, mais voilà. Là, aujourd'hui, c'est que sur du pied de facture, pas la ligne. Il faudra, vous, à chaque fois, le détailler si vous avez besoin de le détailler. D'accord? Alors, ce qui va être prévu, c'est ce que je vous disais. Donc là, ce qui va être prévu dans une prochaine version, donc soit celle de juin ou une intermédiaire, ça va être le rapprochement cycle achat, donc avec les factures entrantes, d'accord? Donc pouvoir rapprocher soit le bon de commande, soit la livraison, enfin le ou les, hein, bien évidemment. On va avoir aussi la visualisation de la facture, c'est pas encore prévu, mais c'est dans le pipe du développement. Et aussi bah, tout ce qui est les traitements et suivi des cycles de vie et des statuts. Hein, comme je vous dis, il y a 12 cycles de vie, il y a certains statuts. Pour l'instant, c'est encore en phase de développement. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est qu'a priori, il y aura des nouveaux cycles de vie pour certains corps de métier, comme le BTP par exemple, qui n'ont pas les mêmes cycles de vie que d'autres activités. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas encore totalement finalisé, mais bien évidemment, ça sera finalisé pour au plus tard pour juin 2026, vu que ça sera la version qui sera définitive pour être en capacité de recevoir et même d'émettre si demain vous voulez pas attendre septembre 2027 pour émettre vos factures, parce que rien ne vous empêche, si vous êtes prêt,
d'émettre vos factures dès septembre 2026, hein. Parce que je répète, ça c'est très important, l'envoi, c'est la partie la plus simple. Et vous l'avez bien vu dans la schématique, dès l'instant que vous avez généré une facture dans un des trois formats, facture X, UBL, 3CI, à partir de là, votre PA les récupère, va la dispatcher. Par contre, la facture entrante, là, c'est un peu plus complexe. En fonction de comment, en fonction avec quel PA je vais travailler, c'est pas toujours évident. Je reviendrai sur ça. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, alors pour ceux qui ont choisi, qui ont déjà suivi d'autres webinaires que nous avons organisés, nous, on a retenu une autre plateforme agréée qui est Cadient. Alors, provisoirement agréée, hein, je vais quand même le préciser, mais bon, je ne serais pas inquiet quand même. Alors, pourquoi Cadient? Pour la simple et bonne raison, c'est que l'APA Cégide a décidé d'être au strict minimum. C'est-à-dire ce qu'impose la DGFiP. C'est-à-dire l'envoi, la réception des factures, la gestion des cycles de vie, enfin voilà, tout ce qui est, on va dire, classique. Tout ce qui va sortir un petit peu pour eux de l'ordinaire, on va dire. C'est-à-dire que si demain j'ai besoin de conserver mes factures dans une armoire informatique, ces choses-là. J'ai besoin de les consulter plutôt en full web, parce que là, vous avez bien compris, tout arrive dans CJTrade. Donc, si demain, j'ai des personnes qui n'ont pas CJTrade ou CJ Comptabilité, ils ne peuvent pas y accéder. Et comme vous savez qu'on est sur maintenant du nommé, surtout en SaaS, un utilisateur, je ne peux pas prêter ma licence, etc. Donc voilà toutes ces choses-là. Donc nous, on est parti sur une autre plateforme, Cadient, avec qui on a travaillé depuis un an et demi, pour justement faire les interactions entre leur outil de dématérialisation entrante sortante, hein, donc il fera les deux, mais qui permettra d'avoir une interaction surtout avec Cégide pour aussi bien les écritures comptables, donc la remontée du référentiel, l'envoi des écritures comptables, l'envoi des bons à payer, etc. Enfin, je reviendrai sur ça. Mais voilà, nous, on veut proposer un deuxième acteur et que vous pourrez décider de prendre aucun des deux parce que vous préférez travailler avec un autre acteur, ça, il n'y a pas de souci, mais je vous expliquerai un petit peu là où il faut faire attention. Alors, quelle plateforme agréée choisir? Alors, déjà, on va parler sur l'offre Cégide. Aujourd'hui, Cégide vous propose trois solutions. La première, j'ai Cégide Compta, j'ai Cégide GESCOM, allez, j'ai suivi les règlements. Moi, je veux du basique, je n'ai pas besoin de gérer certaines choses. Je veux pas de workflow de validation, je veux pas de workflow de bons à payer, je veux pas avoir un outil qui permet de stocker comme une mini GED, de stocker mes factures, je veux pas que d'autres personnes puissent y accéder par une URL, etc. Et ben, je vais vous dire, gardez l'APA Cégide, ça va vous permettre de répondre au minimum ce que nous impose la réforme, de recevoir, d'envoyer, de mettre à jour les cycles de vie, etc. Donc c'est pour ça que vous avez une offre PA qui est tout inclus, mais qui ne permettra pas de faire certaines choses si demain, voilà, vous avez certaines facilités. Si vous, dans votre entreprise, vous avez mis en place un système de bons à payer, eh ben, la PA de Cégide ne vous le propose pas. Alors, oui et non, je reviendrai un peu sur ça, mais c'est pas le plus pratique. La deuxième offre, je ne prends pas de PA Cégide, je vais prendre une PA tierce, Cadient par exemple. Mais vous en avez tant d'autres, hein, je pourrais les nommer, Use, Zendoc, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais par contre, je veux que ça communique avec mon XRP, d'accord? Donc là, je vous ai mis dans l'idée, dans ces cas-là, vous allez prendre simplement l'offre OD. D'accord? Donc, je ne prends pas l'APA. Alors, l'APA, ça comporte le loadé aussi, hein, vous avez bien compris. Je vais prendre que l'OD. Alors, que va faire l'OD? L'OD, lui, permet de transcoder, d'accord? De faire le routage et de transcoder surtout tout ce qui est le invoicing, tout ce qui est le e-reporting, d'accord? Et c'est l'APA qui, lui, s'occupe de faire l'envoi, la réception, d'accord?
et tout ce qui est les cycles de vie, etc. Donc ça, bien à préciser, c'est que dans un premier temps, on avait dit que bah, l'OD pouvait tout faire, d'accord? Sauf qu'on s'est dit non, non, on réduit le truc parce qu'il n'y a plus de plateforme publique. Donc l'OD va, oui, s'occuper de gérer les statuts, de faire la transcodification, de générer pour faire un envoi d'e-reporting, d'e-invoicing, mais il s'arrête là. Si j'ai besoin de l'envoyer, j'ai besoin d'une PA obligatoirement. Donc si je ne prends pas la PA Cegid, il faut que j'ai une PA tierce, mais attention, que votre PA tierce arrive à communiquer, et c'est là la difficulté, arrive à communiquer avec l'OD de Cegid. Et attention, on ne communique pas par des fichiers plats, bien évidemment, mais ça va être une communication par des web API. Alors les web API vont être, sont connus, ça, il n'y a pas de souci, mais ça, faut faire attention, c'est que s'il y a une communication par Web API, il y a un module spécifique à acheter CSCJ qui est, alors je n'ai plus en tête, mais c'est pour gérer justement la communication par Web API. Et puis après, il faut que l'APA tierce, donc si demain vous sélectionnez un tel, un tel, un tel, bah, puisse, développer la communication par Web API, parce que bien évidemment, la Web API, je ne pense pas qu'elle est même pour tout le monde. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que c'est déjà fait? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est que si demain vous dites je travaille avec un tel, renseignez-vous bien si eux, ils sont en capacité, s'ils le font déjà ou pas du tout, cette communication, parce qu'on n'utilise pas des fichiers TRA, c'est vraiment de la communication par Web API. Et la dernière solution, alors, je ne la préconise pas quand même, eh ben, je ne prends pas d'OD, je ne prends pas de l'EPA CJ, je prends une autre PA qui s'occupe de tout. Ça veut dire que c'est cette PA qui s'occupe de mettre à jour les statuts, de faire la transcodification, de faire tout le travail de l'OD. Donc là aussi, pourquoi pas, mais là attention, la complexité, c'est que là, la liaison web API, elle devrait être dans les deux sens. Parce que ce que vous avez bien vu là au niveau des flèches, c'est que eh ben, ça doit mettre à jour votre CJ, ça doit mettre à jour les statuts. Donc je récupère, les statuts sont faits par le PA. Le PA va devoir descendre les statuts dans Cegid pour que moi, quand je suis dans Trade, bah, je puisse voir directement que ma facture, elle a bien été réceptionnée à telle date, telle date. C'est faisable. Vous avez aussi des web API concernant les cycles de vie. Ça pose pas de problème. On pourra les mettre à disposition. Mais là aussi, c'est un autre développement, c'est un développement complémentaire, en plus que si vous prenez la deuxième solution, où là, il faut vous assurer auprès de votre plateforme agréée s'il peut et s'il est en capacité de le faire. Alors, après, on pourrait se dire, bah, les cycles de vie, je peux les faire manuellement. C'est vrai, on pourrait aller dans la plateforme et sur chaque facture, je renseigne manuellement les cycles de vie. Alors, si vous en avez 4-5 par mois, ça va, c'est pas chronophage, mais je ne vous vois pas mettre à jour les cycles de vie, sachant que vous en avez 4 obligatoires, sur 100 factures, 200, 300, 400 factures par mois. Voilà. Donc, c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'est-ce que je décide de prendre? Est-ce que je prends l'APA directement de Cégide? Est-ce que je prends une PA tierce? Et si oui, est-ce que je prends l'OD Cégide avec PA tierce? Il y a moins de travail de développement, ou je prends ma PA qui va tout faire, mais il y a un peu plus de travail de développement, et surtout, est-ce que ma plateforme agréée a la possibilité de le faire? Et ça, c'est très important. D'accord? euh, Si je vous parle vite fait de Cadien, pour ceux qui l'ont déjà vu, donc c'est une solution qui s'appelle Beanworks. Alors, cet outil, donc nous, on a travaillé dessus par Web API pour qu'il communique au niveau de tout ce qui est les écritures comptables, les bons à payer, etc. Donc, en fait, le produit, donc on a communication montante et descendante avec CI par Web API, ça c'est ce qu'on a développé, donc c'est déjà prévu dans le produit. On a un workflow de validation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une solution totalement web et que le coût n'est pas en nombre d'utilisateurs, n'est pas en nombre de sociétés. Donc, on peut être 40 utilisateurs, on peut avoir 10 sociétés, mais c'est en fonction des flux, entrant, sortant. D'accord? On a un workflow de validation qui est dans l'outil, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Ça, c'est que du paramétrage.
Vous avez un workflow de bons à payer. Alors là, j'explique très rapidement le workflow bon à payer. Donc demain, vous recevez une facture via Beanworks. Tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière phase de validation, à celle qui est amenée à dire c'est bon, je peux payer, et ben dans Cegid, oui, l'écriture est présente dans Cegid, mais avec une notion en ATT-BAP, donc en attente de bon à payer. Et tant que ça n'a pas été validé, je ne retrouverai pas cette facture dans le suivi des règlements et je ne pourrai pas la mettre en paiement. Par contre, lorsque la personne l'aura totalement validée, ben là, l'écriture va se modifier et là, on aura justement la possibilité de voir cette écriture dans le suivi des règlements et de faire le règlement de cette facture. Hein, ça, c'est important à préciser. On a un archivage, un eurodatage des factures, d'accord. Et on a surtout la conservation, donc avec une mini-GED, de toutes les factures. C'est-à-dire que demain, vous allez avoir une zone de recherche, vous allez pouvoir retrouver facilement vos factures, vous allez par des multiples critères, demain je dis, bah tiens, donne-moi toutes les factures d'extrémité, donne-moi toutes les factures par rapport à une bande de NAT, donne-moi toutes les factures qui comportent maintenance, et vous proposera. Vous pouvez aussi, et moi je le conseille souvent aux utilisateurs, enfin aux sociétés, donner un accès à votre expert comptable. Votre expert comptable vous embête à chaque fois et je vous demande les factures, etc. Il faut que je les envoie, etc. Vous pouvez lui donner un accès, simplement consultation. Il pourra retrouver les factures, les visualiser, les imprimer, les exporter, etc. Tout ça, bien évidemment, bah, ce n'est pas un coût supplémentaire parce que, comme je vous ai dit, c'est multi-société, c'est multi-utilisateur, c'est simplement les flux d'entrée, donc les factures que vous recevez, les flux sortants, les factures que vous envoyez, et un autre flux qui est le e-reporting. Mais ça, c'est P9 parce que c'est un e-reporting par mois, donc c'est 12 par an, c'est pas ça qui fait monter la facture. Alors, ce qui est prévu, parce que bah, nous aussi, dans Benworks, on a prévu de travailler aussi dessus. Hein. Donc, ce qui est prévu prochainement, c'est la récupération du lettrage. Donc, le but aussi, c'est, bah, vous avez procédé au paiement de la facture fournisseur. Moi, Jean-Paul, qui est acheteur, il n'a pas accès à la compta, il n'a pas accès à la gestion commerciale Cégide parce que il n'en a pas besoin. Par contre, il aime bien savoir si la facture a été payée. Bah, le but, c'est que lorsque le lettrage a été fait lors du paiement, bah, que ça remonte dans Binworks et qu'on est capable de visu de voir que bah, cette facture, elle est lettrée avec un colotrage et on sait qu'elle a été payée. Le cycle de vie et stature, bah là, c'est au même titre que Cégide. Hein. Le but, c'est de faire le développement. On a tous les web API pour bah, justement gérer les cycles de vie, que ça puisse se mettre à jour sans aucun problème et que ça soit bien sûr directement visible dans Cégide Trade ou dans Cégide Comptabilité pour ceux qui l'utilisent. Alors, si je fais un petit comparatif entre la PA Cégide et PA italienne, alors je n'ai pas fait un comparatif avec les 105 qui sont PA provisoires. Alors, dans Cégide, facture visible en Cégide, soumis à licence utilisateur. C'est ce que je vous disais. Euh, pour pouvoir le voir, bah, ça veut dire que je suis un utilisateur de Cégide. Ça veut dire que j'ai besoin d'une licence. Donc voilà, celui qui n'a pas de licence, il n'a pas accès à ces îles et donc il ne peut pas accéder à la facture, au cycle de vie, etc. Dans Cadien, je vous ai dit, c'est full web. Donc là déjà, je peux accéder à Cadien de n'importe où. Je suis à l'hôtel, je suis à l'étranger. Dès l'instant que vous avez une connexion Internet, vous avez vos identifiants. Vous accédez. Et à partir de là, vous pouvez accéder à la facture, vous pouvez accéder aux différentes informations et vous pouvez gérer vos phases de validation, vos workflows, vos phases de bons à payer à n'importe quel moment parce que c'est vraiment du full web. Alors que CG, bah, c'est une licence installée, même en SaaS, il faut que j'ai mon ordinateur avec la licence installée. Il n'y a pas de workflow de validation, donc dans CJ, il n'y en aura jamais. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de basique. On aura bien sûr un workflow de validation qui est inclus dans Cadient. Alors, gestion du bon API, il y a un module, c'est vrai. Il y a un module qui est en option, qui existe, gestion des bons à payer, que vous pouvez utiliser. C'est un module complémentaire, bien sûr aussi soumis à licence pour le module et soumis à licence par le nombre de valideurs. Donc, si vous avez 10, 20, 30 valideurs, voilà, ça peut peut-être représenter un coût qui n'est pas indéniable. Donc, Adient, c'est un workflow qui est inclus dans le produit. Alors, pas d'archivage de documents.
Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de système de GED pouvant garder vos documents, de faire de la recherche, de le partager à des utilisateurs, comme je parlais tout à l'heure de l'expert comptable. Dans Dacalia, bah, vous allez retrouver ça avec une recherche multicritère. Rapprochement commande BL avec CJ13. Donc là, oui, c'est vrai, ben, vous avez vu, hein, ce qui est prévu prochainement, c'est que vous allez pouvoir faire du rapprochement commande BL avec CJ13. Simplement, pour l'instant, alors je reviens, pardon, excusez-moi, pour l'instant, ça, dans le CanGen, vous ne l'avez pas. On est en train d'y regarder, mais c'est pas forcément quelque chose d'évident. Mais c'est pas dit. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis. Je sais pas, je vais pas vous faire, vous faire vous donner des fausses illusions. Donc là, pour l'instant, je préfère rien dire, mais on y regarde parce que on sait très bien qu'on demande de plus en plus cette partie-là. Alors, dernière chose que peut vous offrir Extrémité. Donc, on s'est aperçu, alors pas pour tout le monde, mais que la réforme de la facture électronique, même si ça fait plus de 2 ans qu'on en parle, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident, pas que c'est pas évident à mettre en place, mais il faut s'y mettre. Et ça concerne beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça ne concerne pas, vous avez vu, que l'envoi des factures ou la réception, mais ça concerne aussi l'organisation de l'entreprise. Ça concerne aussi bah, quels sont les outils que j'utilise, parce que ben, on a peut-être des outils, ben oui, bah, tiens, ma compta, c'est pas Cegid, c'est une autre compta, ou ma gestion commerciale, c'est pas Cegid, c'est un autre ERP, ou c'est un logiciel maison, etc. Et donc, en fait, nous, ce qu'on propose, et c'est l'offre extrémité, c'est de faire un accompagnement sur la réforme de la facture électronique. Je parle bien d'un accompagnement. Le but, c'est quoi? Bah, c'est sur une journée, 2 journées, hein, tout dépend du nombre de sociétés et un petit peu de la complexité de votre structure, de faire une analyse sur votre ou vos activités, sur vos ou vos systèmes d'information, Je peux envoyer demander le type de la machine. J'ai dit qu'à la fin de sur... l'oral, que je le rappelle, mais demande le type de la machine pour le Ah, si on peut éteindre le micro, s'il vous plaît. Merci, pardon. Donc, je disais sur vos activités, sur vos systèmes d'information, sur vos process d'achat, sur vos process de vente et sur d'autres choses. Voilà, qui est en charge de créer des clients? Ben, des fois, on s'aperçoit, ah bah oui, il y a le magasinier. Tiens, ah bah, il y a aussi le commercial, il peut avoir aussi l'assistante, etc., etc. Et à partir de là, ben, on va vous faire un petit compte-rendu d'accompagnement de ce qu'on a constaté, de ce qu'on a, voilà, on a recentré votre activité, vous procédez comme ça, vous utilisez tel produit, ce qu'on a constaté, etc. Et le but, bah, on va vous accompagner avec des propositions. Donc ça peut être des propositions de dire, bah, voilà comment il faudrait peut-être s'organiser, il faut peut-être mettre un système de process, il faut peut-être voir pour vous accompagner aussi sur quel PA il faudrait travailler, hein, parce que demain on peut imaginer de dire, bah, tiens, je rencontre une société, ils ont 3 activités, ils ont 3 gestions commerciales différentes, ah, ça va, ils ont une compta, bah oui, mais comment on va travailler pour centraliser sur ça? Parce que si même Monsieur Kévicien a dit, bah oui, on peut avoir plusieurs plateformes agréées, je vais peut-être pas en prendre 4, parce que bah, bien évidemment, vous avez compris, même si c'est des flux, la mise en place d'une plateforme agréée, il y a tout un parti paramétrage qui est quand même un coût, et ça, c'est pas, ça peut ne pas être indéniable. Bah, le but, c'est voilà, c'est tout recentraliser, c'est un regard, un autre regard, quelqu'un qui ne connaît pas totalement votre entreprise, votre activité, votre mode de fonctionnement, et qui va vous pouvoir vous donner un livre blanc avec pourquoi pas des préconisations que vous suivez ou que vous ne suivez pas. Mais voilà, ça peut être une chose. C'est ce qu'on propose de plus en plus à nos clients. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de votre chargé clientèle qui vous expliquera un petit peu le mode de fonctionnement ou vous revenez vers nous et puis qui pourra vous faire un devis. Alors attention, je précise bien, que c'est en fonction des éléments qui nous ont été communiqués par la DGFiP. Aujourd'hui, tous les éléments que je vous ai donnés, c'est les éléments en date du 28. Voilà, peut-être que dans 4-5 jours ou dans un mois, 2 mois, ils nous auront rajouté certaines choses. Donc voilà, donc nous, on va toujours s'appuyer par rapport
à la réglementation que nous a donnée la DGFiP par rapport au texte de loi sur la réforme de la facture électronique. Alors, avant de terminer et passer aux questions-réponses, je pense qu'on n'est pas trop mal dans l'heure. Ouais, on a jusque midi, ouais, on n'est pas trop mal. Alors, je reviens un petit peu sur la sélection de la plateforme agréée. Comme je vous ai dit, oui, il y en a plein. Oui, aujourd'hui, on n'a pas les plateformes qui sont totalement validées et on attendra cette validation. Alors, si demain, vous avez sélectionné déjà une plateforme, je dis, oh là, j'ai déjà pris une nouvelle plateforme, est-ce qu'elle sera, c'est la bonne? Est-ce que c'est celle-là avec qui vous travaillez? Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir changer de plateforme très simplement. Je me répète parce que je pense que je l'avais déjà dit, mais le changement de plateforme, c'est comme un changement de fournisseur d'accès Internet, de fournisseur d'électricité. Et ben, c'est simplement un formulaire à remplir. Et puis, les deux plateformes vont communiquer pour que déjà, il n'y a pas d'interruption et que le changement se fasse sans coupure et pour faciliter quand même la vie des entreprises. Donc ça, c'est un point qui a été mis en exergue par rapport à ça et qui va quand même vous accompagner. Donc, et il y a pas de blocage, c'est-à-dire vous pouvez changer à n'importe quel moment. Vous n'avez pas à signer un contrat d'un an. Ce qui est prévu, c'est si demain, dans 6 mois, cette plateforme ne convient pas pour X ou Y raison, ben, vous êtes libre, au même titre que votre fournisseur de téléphonie ou autre, de changer votre contrat. Donc ça, c'est important. La deuxième chose qui est importante aussi, si vous ne le savez pas, c'est que dans la réforme, il est prévu, je pense, à peu près 85 cas d'usage. Alors, ce qui est important à préciser, des cas d'usage, bon, c'est des cas spécifiques. Je vais vous en donner trois. Je donne toujours ces trois-là parce que je ne vais pas dire que c'est les seuls que je connaisse, mais pratiquement. Vous avez un cas d'usage si demain, est-ce que, donc c'est des questions à vous poser, est-ce que je fais des factures d'acompte? Ah, ben ça, c'est un cas d'usage. Est-ce que je fais du mandat de facturation? Oui, ça aussi, c'est un cas d'usage. Est-ce que je remets mes factures à un factor? Là aussi, c'est un cas d'usage. Donc, il y a 85 cas d'usage. Alors, des cas d'usage, il y en a d'autres qui sont vraiment spécifiques voilà, dans l'activité du livre, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cas d'usage, ce n'est pas une obligation des PA de tous les faire. Donc, les PA vont sélectionner quels sont les cas d'usage qu'ils vont faire dans leur outil. Alors, bien évidemment, les deux premiers que je vous ai donnés, la facturage et facture d'acompte, je serais très surpris qu'il n'y en a pas qu'il y en a une qui ne le fasse pas. Donc ça, je me souviens. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez des cas d'usage spécifiques, alors, même chose, hein, si ça, vous avez, comment dire, si ça, par exemple, vous ne les avez pas, vous pouvez les consulter. Alors, je vous enverrai par mail des liens que vous pouvez consulter aussi, hein, qui vous parlent sur la réforme. Et je vous enverrai aussi le lien sur les cas d'usage. Ça vous permet de les voir un petit peu. Parce que, bah, voilà, là aussi, dans le choix de la PA, c'est est-ce que moi j'ai des cas d'usage? Oui. Est-ce que ma plateforme les fait ou pas? Oui, ça c'est un des points où il faut faire aussi attention. Et celui où moi je dis faites très attention, euh, je vous ai dit tout à l'heure, la communication c'est par des web API. On ne fait pas de la communication avec des fichiers plats. Donc là aussi, assurez-vous que si demain vous prenez la solution PA X, bah, que cette solution-là soit compatible dans la communication avec CJRP Sprint. Alors, peut-être que c'est pas encore fait, mais que lui va le prendre en charge, ou qu'il va vous dire, bah oui, c'est faisable, mais ça a un coût supplémentaire, d'accord? Ou peut-être qu'ils ne le feront pas pour X ou Y raison, parce que vous avez bien compris, enfin, la plateforme agréée ne peut pas faire toutes les liaisons avec tous les ERP du monde. Et même ceux qui ont des outils maison, bah, bien évidemment, vous avez bien compris par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Alors, pas pour la facture de vente, parce que je vous ai dit, la facture de vente, c'est la chose la plus simple. Je génère ma facture, même si limite, il n'y a pas de communication avec votre PA externe, bah, la facture au format facture X, je la mets dans un dossier, je demanderai à ma plateforme agréée de me les récupérer et de les dispatcher. Ça, c'est la chose la plus simple. Donc ça, tout le monde saura le faire, peu importe la PA que vous avez sélectionnée. Par contre, la réception, la liaison avec mon écriture comptable, avec mes cycles de vie, tout ça,
Là, par contre, c'est pas la même chose. Et là, il faut vraiment vous assurer par rapport à ça. C'est la chose la plus importante. Voilà. J'ai terminé. Eh ben, vous voyez, 11h30. Je voulais laisser 20 minutes au moins pour des questions-réponses. Ben, on pourra même avoir 30 minutes. Je vais, hop, libérer la parole et je sais pas, je vais voir avec. Alors, je sais pas si c'est Sandra ou si c'est Samuel qui va m'accompagner pour les questions. S'il y en a déjà, je ne sais pas. Bonjour à toutes et tous, c'est bien moi, Grégory. On a eu que deux questions pour le moment qui ont été posées dans le chat là. Maintenant, après, il est possible de lever la main ou vous nous indiquer tout simplement dans le chat si vous souhaitez qu'on ouvre les micros. On le fera avec grand plaisir pour ceux qui veulent prendre la parole. On avait une question, Grégory, de Caroline qui demandait tout à l'heure s'il faut être administrateur pour avoir accès au diagnostic des données. Non, il faut pas être administrateur, mais il faut donner le droit. C'est-à-dire que si c'est l'outil qu'on parle justement pour vérifier que justement il manque pas des informations tiers, etc. Alors, ce qui peut arriver, c'est dans les nouvelles versions, c'est que ces fonctionnalités ne soient pas activées. Donc là, il faut aller dans administration et activation des droits et activer les menus parce qu'ils doivent être en rouge, vous les activez. Puis après, vous pouvez donner ça accès aux différents groupes que vous souhaitez. Mais c'est vrai qu'il y a tendance, quand il y a des nouveautés, généralement, les nouveautés sont pas actifs. Il faut penser, si vous n'avez pas l'information, il faut penser à checker un petit peu s'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités et les activer pour se le donner les droits et de pouvoir les visualiser. Autre question, Grégory. Une question de Denis qui demandait s'il va aller avoir un webinaire sur Cadient. Alors, on en a déjà fait, mais on pourra en refaire. Je vais faire un petit sondage pour savoir qui serait intéressé si vous voulez qu'on en refasse un. Ou, de toute façon, il y a des nouveautés, donc ça va peut-être le coup d'en refaire un. Et le cas échéant, on fera des rendez-vous chez les personnes qui ont fait la demande. Autre question, tu as parlé de la gestion commerciale, mais c'est vrai que tu n'as pas parlé, tu n'as peut-être pas cité la gestion d'affaires. C'est vrai. Comment rendre les champs obligatoires dans la GA? Alors, ça, c'est un peu la problématique. Dans la GA, alors dans la gestion d'affaires, mais on appelle plus ça maintenant services, il faut que je regarde si on peut rendre, mais je ne pense pas. Alors, il est clair, hein, ça c'est très important. J'en ai discuté avec certains clients. Si vous avez la gestion d'affaires ou services, la version basique, c'est-à-dire que vous ne gérez pas les achats et stocks, etc. C'est-à-dire que derrière, c'est pas couplé avec une gestion commerciale. Il y a certaines choses, et ça a été confirmé par l'éditeur, que vous ne pouvez pas faire. Donc, je prends l'exemple très concrètement. Je pense que la personne va se reconnaître. Mais vous ne pouvez pas gérer des factures d'acompte. Alors, vous ne pouvez pas gérer des factures d'acompte comme la loi nous impose depuis 2024. Je rappelle, pour la facture d'acompte, si je reçois une facture d'acompte, généralement on la saisit à la commande, ce qui paraît le plus logique. Ça doit générer automatiquement une facture d'acompte et une écriture comptable. Alors la facture d'acompte n'est pas obligatoire à envoyer au client, mais il peut la réclamer. Mais surtout, pourquoi ça doit la générer? Parce que ça doit, l'exigibilité de la TVA sur l'acompte, elle se fait à la facture. Donc, obligatoirement, j'ai reçu, je vais dire, un acompte, je ne sais pas, allez, on va dire de 120 euros. Mes 20 euros de TVA, elles sont déjà payables parce que j'ai reçu ma facture le 28 novembre. Dans Services, si je n'ai pas la gestion commerciale de couplet avec, malheureusement, on ne peut pas faire de facture d'acompte comme la loi nous le précise. Et CG nous l'a bien indiqué, c'est que dans ces cas-là, il faut avoir une gestion commerciale qui me permet de faire ça. Et donc, je réponds pratiquement à la question, mais concernant les obligations sur les champs, c'est la même chose, c'est avec la gestion commerciale qui nous permet de gérer l'obligation de remplir les champs comme le CONAF, etc., etc. Voilà, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, il y a une question de Jérôme qui demande si Cégide, l'éditeur, a-t-il prévu de mettre fin à son produit XRP Sprint? À ce jour, il n'y a aucune communication, aucun écrit qui a été
rédigé sur le sujet. À chaque fois qu'on pose la question, on nous répond toujours bah, pourquoi tu me poses la question? Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas prévu de l'arrêter, tout au moins, ils n'ont pas annoncé de date pour le moment, que ce soit aux clients en direct ou auprès de leurs partenaires. Après, je pense qu'avec tout le développement qu'ils ont fait aussi sur les RFE, je serais même surpris que du jour au lendemain. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Mais voilà, la volonté, c'est qu'il y a encore du développement dessus, hein. C'est ce que nous avons confirmé lors du dernier webinaire avec Cégide. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous pouvez peut-être ouvrir votre micro, hein, sur certains points que j'ai évoqués ou directement par chat. Ou à moins que j'ai été clair sur ce point-là. C'est peut-être possible. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Non? Oui, vous pouvez lever la main, oui, c'est vrai. J'oublie toujours, vous pouvez lever la main. Alors après, si vous n'avez pas des questions tout de suite, hein, n'hésitez pas aussi, hein, vous pouvez nous contacter, soit contacter votre chargé clientèle, soit nous contacter en direct. On sera là aussi pour vous accompagner. On est toujours là pour vous accompagner et répondre à vos différentes questions, hein. Ah, personne qui mange, non? A priori, il n'y a pas d'autres questions. Ah, si. Samuel, je crois qu'il y a une autre question, je pense. Je ne sais pas si on m'entend là. Si? Oui, on vous entend. Je ne sais pas qui C'est vous êtes, mais je vous entends, monsieur. Aubin de Manienville, production Yoda. Oui, Merci pour cette présentation. Vous êtes allé un petit peu rapidement, j'ai eu du mal à suivre, Ah. hein, pour être tout à fait honnête. D'accord. Mais enfin, bon, vous me rassurez quand vous dites qu'il y aura des sessions à domicile. Ça, je pense que j'en prendrai certainement une pour mes équipes parce que et je ne voudrais pas répéter de façon déformée. Une question précise. C'est quoi la date limite pour réserver son PA? Parce que mon expert comptable me dit que je suis déjà dans l'illégalité de ne pas l'avoir réservé. Je vous dirais, dans l'illégalité, je ne vois pas pourquoi, parce que de toute façon, la démat, c'est à partir de septembre. Aujourd'hui, déjà, comme je vous l'ai indiqué, aucune plateforme n'est agréée, c'est que du temporaire. Et ça, on n'aura pas l'info avant, ils ont jusqu'au 15 janvier pour finir leurs tests. Et c'est à partir des tests où ils vont avoir ou pas leur agrément. Parce que comme je l'ai dit, ils peuvent se désengager parce qu'on dit oh, non, c'est trop complexe, on ne veut plus le faire pour X ou Y raison. Ou les tests n'ont pas été concluants parce que bien évidemment, derrière, il y a tous des résultats, hein, et la DGFiP pourrait dire vous n'avez pas réussi les tests, et vous n'avez pas votre agrément. Donc déjà, pour moi, c'est pas avant 2026. Oui, vous pouvez en sélectionner un aujourd'hui et vous pouvez le renouveler et dire non, j'en prends un autre. Mais il n'y a pas de, je vous dirais, tant, tant que c'est pas, enfin, je sais pas après, il n'y a pas d'obligation d'avoir tout de suite sa PA et de dire que vous êtes dans l'illégalité. Je vois pas pourquoi vous êtes dans l'illégalité, sachant qu'il n'y a personne qui est totalement agréé. Alors après, c'est peut-être un peu la pression pour que vous preniez leur PA, hein, parce que peut-être qu'ils proposent sa PA, hein, votre expert comptable. Comme j'ai vu des banques qui proposent la PA. Alors c'est très bien de proposer la PA d'une banque, mais il faut se poser la question, est-ce que derrière, je mets pas en doute la banque, mais est-ce que derrière, il y a une interaction avec Cégide? C'est aussi, il faut se poser la question. Et je Bien pense sûr. qu'il faut poser la question à votre banquier dans ces cas-là, hein, parce que il y a beaucoup d'acteurs, mais attention, tous les acteurs ne vont pas faire une liaison avec tous les ERP, sinon demain, ils y sont encore. Bah, bien Donc il sûr. va avoir, oui, certains pas qui vont dire, voilà, nous on travaille avec Sage, on travaille avec Cégide, on travaille avec, je ne sais pas, Divalto ou autre, mais tout le monde ne travaillera pas avec tous les ERP. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que des fois, il y a alors, c'est peut-être normal, hein,
Mais certaines PA vont assez vite pour que vous passiez avec eux parce qu'ils vont dire, bah oui, mais vous allez faire comment pour vos ventes? Et les ventes, c'est le plus simple. Peu importe la PA, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est le plus simple. Le plus compliqué, c'est justement l'entrée des factures. Voilà. Et c'est là où voilà, je dis de faire attention. Moi, j'impose rien. Simplement, je dis bah attention sur les éléments où il faut faire, voilà, il faut vérifier. Après, vous êtes libre de n'importe quel PA. Mais il n'y a pas de, il y a, bah, ouais, c'est pas illégal hein, pour l'instant. Non, vous êtes encore dans les temps. Il n'y a aucun souci pour ça, Monsieur de Manaville. Merci. J'ai rencontré un client hier qui a eu un autre conseil de son expert comptable. Je ne dis pas qu'il faut le suivre, mais son expert comptable lui a dit il est urgent de ne pas agir. Je vous laisse apprécier, mais je pense que ça va un peu en contradiction avec tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc, il y a des avis encore divers et variés. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Grégory en introduction, ce que j'ai déjà dit peut-être à certains clients que j'ai rencontrés ces dernières semaines. Là, on n'est plus dans l'anticipation. L'anticipation, c'est un discours qu'on pouvait vous tenir encore il y a quelques mois. Même moi, je le tenais, encore il y a quelques mois ou il y a un an de ça. On disait, on a le temps, il faut anticiper. Anticiper, c'est donner la possibilité de choisir sereinement. Là, l'échéance est septembre l'année prochaine. Il y aura une période de congé juste avant, en juillet et en août. Comme j'ai dit à certains aussi, donc ça veut dire qu'il reste potentiellement le mois de juin. Mais après, on a le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois des mariages, des communions et que sais-je encore. Au mois d'avril, certains d'entre vous vont me dire, bah non, mais moi je viens de clôturer mon exercice, là je suis dans la période de liasse fiscale. Sur le premier trimestre, bah, effectivement, on est dans la période de clôture d'exercice, et décembre, c'est les fêtes. Donc il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je grossis un peu le trait légèrement, mais là, effectivement, pour compléter ce qu'a dit Grégory, effectivement, il n'y a pas, y a pas d'urgence. Enfin, c'est pas grave si vous ne l'avez pas encore choisi. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure dans le chat, pour savoir qui en avait déjà choisi une plateforme agréée. Maintenant, il faut plus trop traîner, quoi. C'est pour ça que nous, on fait ce énième webinar. Alors, Grégory, vous avez vu, effectivement, il fait preuve de beaucoup d'enthousiasme et d'empressement pour partager ces informations. Donc, on aura le loisir de revisualiser le webinar qui sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay probablement en tout début de semaine prochaine. S'il y a des clients qui souhaitent nous revoir sur site ou en visio ou quoi qu'est-ce pour aborder le sujet, on le fera. Et puis pour répondre à la question qui a été posée la dernière en complément de ce qu'a dit Grégory, faire des rendez-vous avant-vente, vous expliquer certaines choses, ça on est disponible et on est là pour le faire. Et après sinon on a un accompagnement, là c'est plutôt, on va être clair, hein, c'est payant, c'est un audit, c'est un consultant tel que Grégory qui vient chez vous et qui vous aide à vous poser les bonnes questions, les différents cas que vous aurez listés, identifiés ou ceux auxquels vous n'aurez pas pensé, pour vous aiguiller et à se dire, bah, tiens, tel PA peut être la PA idoine ou pas, quoi. Il est 11h44, on a encore le temps de prendre quelques questions. Si vous souhaitez activer votre micro ou poser la question dans le chat, j'ai envie de dire, c'est le moment, n'hésitez pas. Alors après, je vois justement, bah, pour rebondir sur ça, Samuel, je vois la question, est-ce qu'on peut faire un accompagnement sans passer par la PACJ ou Cadient? Alors encore une fois, oui, on peut le faire. Nous, on va pas vous dire, oui, il faut travailler avec la PACJ, oui, il faut travailler avec la PA Cadient. Vous êtes totalement libre de choix. Le but, c'est de voir ensemble comment vous travaillez, peut-être de synthétiser et quels sont les axes où il va falloir peut-être s'améliorer, avec qui vous allez travailler, quelles sont les questions bien à poser. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement ou d'audit, hein, si vous voulez, mais plus d'accompagnement. Et à la fin, on vous fait le compte-rendu. Et à partir de là, bah, si vous dites, bah oui, mais moi je veux travailler que tel PA, bah voilà, on va vous accompagner et puis on va vous dire, bah, attention à bien vérifier certains points pour être sûr que à 100%, votre choix correspond réellement à ce que vous avez besoin et que les interactions, aussi bien montantes que descendantes, soient en bonne et due forme. Voilà. Donc oui, on peut faire un accompagnement. Voilà, on n'est pas fermé. De toute façon, si vous prenez une autre solution, vous prenez une solution, il n'y a pas de problème. Alors, il reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si c'est clair. Vous pouvez lever la main, vous avez le chat, vous pouvez allumer votre micro aussi, hein, il n'y a pas de problème.
Bon, s'il n'y a plus de questions, il nous reste à te remercier, Grégory, pour avoir préparé et continué à mettre à jour cette présentation. Merci pour ton investissement sur la RFE. Merci à toutes et tous d'avoir été présents et connectés aujourd'hui. On avait 91% des inscrits qui se sont connectés, ce qui nous laisse penser que c'est un sujet d'actualité. Merci à toutes et tous. Merci Avec un beaucoup. petit peu d'avance, un bon week-end. Merci. Merci beaucoup et à la prochaine et très bon week-end.